Bonjour à tous les fans d'Android, je suis très heureux de vous retrouver sur testandroid.com pour le test du Meizu M2 Note. Alors, le Meizu M2 Note, c'est la nouvelle phablette 5,5 pouces Meizu placée sous les 200 euros, donc un facteur prix quand même intéressant dans cette gamme de prix. Peu de téléphones avec un écran 5,5 pouces. Et on va voir dans ce test si le téléphone tient ses promesses. Alors j'avais fait un petit unboxing du téléphone, c'est pourquoi je ne vais pas revenir en détail sur tout le design. Je vais voilà, juste refaire un tour rapide du téléphone avec sur la tranche bouton de volume, bouton d'allumage. À l'arrière, le capteur Samsung 13 mégapixels avec son flash. Le dessus classique, prise jack 3.5. Sur le côté, ça j'avais oublié de le mentionner au unboxing, mais sur le côté, on a le port carte SIM, carte micro SD, et en dessous le port micro USB pour charger avec l'enceinte pour le son. Alors, au niveau du téléphone en lui-même, déjà j'avais dit que le design était une bonne surprise, que la prise en main était excellente, la bonne préhension grâce au bord arrondi, et un design qui faisait assez premium, même si c'est du plastique, du polycarbonate. C'était assez premium grâce à des bons matériaux utilisés, une bonne qualité de fabrication, l'assemblage est excellent. Et l'autre bonne surprise, c'est au niveau de l'écran. Alors c'est une surprise qu'on n'est pas vraiment une pour qui connaît Meizu, ils ont toujours eu des téléphones avec de très bons écrans. Et là on retrouve à peu près le même écran que sur le M1 Note. Et, enlever la veille. Et cet écran, il est Full HD, il a des contrastes très très bons, surtout pour cette gamme de prix avec des noirs vraiment noirs, des blancs vraiment blancs. Il a une bonne luminosité qui est largement au-dessus des 450 candela annoncés sur le site du constructeur de Meizu. D'après ce que j'ai vu sur internet, parce que moi j'ai pas l'outil pour sonder, mais il est plutôt au niveau 550-600 candela, donc bonne lisibilité au soleil. Très lumineux, très beau, bon contraste, et en plus il est pleinement laminé, ce qui est plutôt rare pour cette gamme de prix. Une lamination totale, ce qui permet de rapprocher l'écran en fait de la vitre, et on a l'impression directement de toucher les icônes et pas de toucher une vitre. Donc ça c'est intéressant, d'autant plus c'est un écran IGZO. C'est une technique qui est plus économe en énergie, hein. On est jusqu'à 10 fois plus économe en énergie qu'un LCD classique. Et en plus ça permet de faire des écrans plus fins, donc il a tout pour lui cet écran en fait. Il a vraiment pas de défaut flagrant, surtout sur un téléphone à 200 euros. À mon avis c'est le meilleur écran sur un téléphone à 200 euros. Il y a éventuellement l'écran du Alcatel Idol Free, Full HD pleinement laminé avec des très bons contrastes aussi. Mais on est sur du 250 euros. Là pour 200 euros je pense qu'on a difficilement mieux que cet écran. Alors au niveau de l'interface, là ceux qui connaissent bien Meizu sont déjà habitués à la surcouche Meizu, une surcouche Flyme 4.5 par-dessus un Android 5.1. C'est pas mal hein, d'arriver directement avec la dernière version d'Android pour un téléphone à bas prix, hein. Des fois on retrouve même Android encore Kit 4, 4.4 par exemple chez Wiko ou autre. Là on a direct la dernière version d'Android. On a Flyme 4.5 et c'est une surcouche qui est quand même assez dense, assez visible. Alors les amoureux d'Android stock sont peut-être déçus, mais cette surcouche c'est pas dénué de tout intérêt, elle est même plutôt intelligente sur pas mal de points. Alors ça commence dès l'écran d'accueil avec l'absence tout simplement du tiroir d'application. Ici toutes les icônes sont sur les écrans, c'est à nous de bien les trier et de faire des dossiers pour mieux les ranger. Donc c'est façon clairement iOS. Et il y a beaucoup de constructeurs chinois comme Huawei, etc., qui font ce genre d'interface. Rien de très particulier, le tiroir d'application disparaît, mais en tout cas, niveau prise en main, facilité d'utilisation, c'est tout aussi simple. Si on maintient appuyé sur l'écran, on va pouvoir aligner les icônes, on va pouvoir aussi ajouter un widget. Là, on a un éditeur de widget qui est un petit peu différent du Android stock et qui est vraiment pas mal. On voit bien tous ces widgets, on peut juste les glisser, déposer. Ça marche sans problème. Euh, donc voilà, c'est très fonctionnel. Ensuite, quelque chose qui par contre me déplaît un peu dans cette surcouche, c'est le multitâche qui est très bien fait dans Android stock Lollipop et qui ici va s'afficher un swipe, voilà, de bas en haut.
Et là, vous pouvez voir que le multitâche, il est façon ancien iOS, quoi, iOS 6, même inférieur, avec juste cette petite bande de 4 icônes et qu'on va swiper. Là, j'ai 8 icônes ouvertes, mais j'ai 8 applications ouvertes. Mais si on en avait 30, eh ben, ça mettrait un certain temps à les atteindre. Donc c'est dommage, en plus, c'est pas spécialement visuel. Donc petite déception là-dessus. D'ailleurs, j'avais plus de 8 applications ouvertes. Petite déception par rapport au multitâche. Alors par rapport à la barre des notifications, elle est très légèrement personnalisée, mais elle est aussi très efficace, il faut le dire, avec eh ben, les notifications et les raccourcis qui se déploient de façon très classique avec des petits pictos refaits par Meizu, mais tous très compréhensibles. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas vraiment de problème. En revanche, on n'a pas le bouton d'accès rapide aux paramètres du téléphone en haut à droite. Du coup, de ce point de vue-là, c'est un petit peu perturbant au début, puisqu'en fait, pour accéder aux paramètres, un peu comme sur un iPhone, il faut appuyer tout simplement sur l'application paramètres, mais il n'y a pas de raccourci. Donc là, je vais ouvrir le menu paramètres pour vous montrer un endroit où la surcouche est bien présente. C'est, comme vous pouvez le voir, très différent du Android stock par défaut. On n'a pas tous les noms de rubriques empilés les uns en dessous des autres. Ici, le menu en fait est à gauche. Et quand on clique, ça va habiliter la partie de droite avec le contenu du menu. Alors dans les faits, c'est différent d'Android stock, mais c'est pas plus mal, hein. C'est très très simple à naviguer. Il n'y a pas de problème particulier d'ergonomie. En fait, on s'y fait très rapidement. C'est très clair, les icônes sont claires. Il n'y a pas vraiment de problème. Alors le petit problème qu'il y a, c'est même un gros problème pour certains. J'ai l'impression que c'est un peu exagéré, mais effectivement, on s'aperçoit rapidement que dans les menus, toute l'interface n'est pas traduite. Et ça fait 1 an et demi que Meizu se fait critiquer parce que son interface comporte de l'anglais et même du chinois. Et ben Meizu, qui veut s'installer en France, n'a toujours pas pris l'initiative de traduire intégralement son système. Alors là, par exemple, je suis dans batterie et vous pouvez voir que on a Power Saving Mode, on a même mode de batterie, ça s'appelle Power Mode, on a Battery Consumption, et juste au-dessus, pourcentage de batterie. Pourquoi pas avoir traduit état de la batterie, consommation de la batterie, et on peut voir qu'il y a de l'anglais, par exemple, used, 19h à 4 minutes. Bon, il serait peut-être temps de traduire ces petits mots qui, dans les faits, quand c'est de l'anglais, sont très compréhensibles, hein. Dire que n'importe quelle personne qui a un niveau d'anglais bac, en fait, devrait pouvoir comprendre sans trop de problème. Ce qui est plus problématique, c'est quand on a du chinois qui traîne par-ci par-là. Et il y en a un petit peu, pas au point de plus pouvoir naviguer du tout dans le téléphone, mais quand même, quand on tombe dessus, c'est un peu perturbant, vu que là, par contre, on comprend absolument rien. Alors bah là, ça tombe bien, je me suis arrêté sur le paramètre batterie, sur l'onglet batterie. La batterie du téléphone, c'est 3100 mAh. On pourrait penser que ça tient facilement une journée et demie. On va dire que ça peut tenir une journée et demie en utilisation classique, par exemple Facebook, email, téléphone, prendre deux trois photos, regarder ses tweets, une ou deux vidéos YouTube. Ça peut tenir une journée et demie. Si vous jouez intensément, si vous regardez des vidéos YouTube intensément, ça vous fera un jour. Donc de toute façon, le problème est le même que d'habitude. Chargez votre batterie le soir ou le matin avant de partir si vous voulez être sûr d'en avoir pour la journée. Là par exemple, j'ai utilisé 19h 4 minutes. Il me reste 27% de batterie, donc voilà, on est sur les bases d'un jour. En plus, là, j'ai téléchargé pas mal d'applis sur le Play Store, j'ai fait quelques benchmarks, donc j'ai quand même un peu utilisé de la batterie, mais ça tient pas mal. Là, l'écran, il est à 3h06 d'utilisation. C'est pas trop mal optimisé, on va dire, vous pouvez rester 4 heures l'écran allumé. Oh, c'est pas révolutionnaire, hein, c'est dans la moyenne actuelle. Alors, en parlant de l'écran, comme je le disais tout à l'heure, l'un des gros points forts du téléphone. Euh, Petit détail sympa, on peut régler la température de couleur de l'écran. C'est pas tous les téléphones qui le proposent, plus ou moins chaud, plus ou moins froid. C'est un petit plus appréciable. Donc voilà pour les menus, hein, je ne vais pas tous vous les passer. Vous voyez à peu près le contenu des paramètres d'un téléphone Android. Ah si, ce dont je peux vous parler, c'est Touchpad. En fait, ça vous permet de personnaliser le clavier et de façon assez intelligente. C'est-à-dire qu'on va pouvoir personnaliser par exemple l'apparence du clavier.
Et ça, c'est pas mal, il me semble pas l'avoir déjà vu quelque part. Je peux agrandir la taille que prend le clavier à l'écran. Je peux aussi déplacer le clavier, je peux aussi choisir la taille des mots suggérés. Euh, Tout plein de paramètres finalement assez sympas pour personnaliser son clavier. Il y a aussi des thèmes. Personnellement, le classique me va très bien. Les autres thèmes, ça gâche un peu la lisibilité dès qu'on commence à mettre des photos de fond ou des cases en contour, etc. Euh, mais en tout cas, sympa cette petite app Touchpal pour pouvoir personnaliser son clavier. Alors, de quoi je peux vous parler également niveau surcouche. Il y a deux trois applications installées par Meizu, comme l'App Center et le coin personnalisation. Et là, quand on l'ouvre, on a cette petite surprise de savoir que uniquement les applications disponibles sur le store sont uniquement en anglais. D'autres langages arriveront prochainement. Du coup, bon, on a le Play Store. De toute façon, l'App Center, c'est un peu le petit plus sponsorisé Meizu. Au final, on n'en avait pas vraiment besoin. Par contre, ce qui est dommage, c'est on peut pas spécialement les enlever. Par exemple, là, personnaliser votre environnement, disponible seulement en chinois. Génial. Du coup, je n'aurai jamais d'utilité, mais je ne peux pas l'enlever. Alors, petite application sympa, sécurité, qui permet d'analyser en fait le contenu du téléphone en un clic. Et ça va aussi nous permettre du coup de cleaner la RAM, d'enlever des fichiers résiduels qui nous servent à rien et qui prennent de l'espace sur la mémoire interne, en sachant qu'il y a 16 Go de mémoire interne extensible par micro SD. Donc totalement la config qu'on retrouve sur tous les milieux de gamme actuels. Là, on a notre petite analyse de sécurité. Après, on pourra tout simplement cleaner voilà, les éléments indésirables. Donc une petite app qui regroupe un peu toutes les fonctionnalités d'optimisation de son téléphone au niveau performance, mémoire, etc. Assez clair en plus. Donc, pas mal, un petit plus pour cette app. Alors il y a un navigateur par défaut que je vais même pas ouvrir mais qui sert à rien. On va mettre Chrome rapidement parce qu'il est beaucoup plus à jour. En plus on peut synchroniser ses favoris etc. avec son Chrome desktop, ça je vous apprends rien. Euh, on a aussi Google Now intégré par défaut. On a Google Maps, on a le Play Store, on a pas mal d'applications Google intégrées par défaut. Ça c'est pas mal, il y a pas mal de téléphones chinois qui s'en passent. Ici c'est le modèle français, on a intégré une bonne partie de la suite Google. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire que cette icône Maps, eh ben, c'est tout simplement Google Maps, même si c'est un peu perturbant, c'est pas du tout l'icône habituelle. Et pourtant, quand on clique dessus, c'est Maps. En fait, tout simplement, Meizu a jugé bon par souci de cohérence de mettre son style d'icône très flat, très minimaliste et assez beau, hein, il faut bien le dire, mais ils ont jugé bon de le mettre même sur les applications Gmail, les autres applications par défaut. Et ça fait qu'au départ, c'est un petit peu perturbant. On se dit, bah tiens, c'est étonnant. Moi, je pensais vraiment que Meizu avait sa propre application Maps et qu'elle était cachée derrière cette icône. Et en fait, c'est Google Maps. Heureusement, le bon point, c'est on peut personnaliser ça. On peut en fait plutôt dépersonnaliser ça. On peut, avec une option, enlever les icônes Meizu pour les applications qui ne sont pas Meizu. C'est-à-dire, toutes les icônes, genre Maps, etc., qui ont été remplacées par des icônes Meizu, peuvent redevenir en fait les icônes habituelles, du coup un petit peu moins perturbant, vous allez pouvoir garder vos repères. Alors, au niveau de l'appareil photo, on a un appareil photo qui est pas mal du tout, qui est assez complet, avec sur la gauche, si je clique, les différents modes. Auto, manuel, beauté, panorama, champ lumineux, balayé, ralenti pour le slow motion. Le manuel, j'adore, c'est ce qu'on aimerait voir sur plus d'appareils photo. De mobile, ça va nous permettre de choisir l'ISO, de choisir la compensation d'exposition, la vitesse d'obturation, la distance de focus manuel qui se règle de l'infini au mode macro. Ça, c'est pas mal là, ces personnalisations, ça permet d'un peu de réveiller l'esprit créatif des gens, hein, de les faire revenir aux fondamentaux de la photographie. Bon, évidemment, c'est pas aussi poussé qu'un réflexe, mais c'est sympa. Autre chose qui est plutôt sympa, c'est les filtres intégrés. Alors là, je sais pas si ça va donner grand chose, puisque c'est une
vieille photo d'intérieur, la boîte du Meizu. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ces filtres, très largement hein, dans la mouvance Instagram, VSCO, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que ces filtres marchent plutôt bien. J'ai été surpris. Et on a en plus de ça, une fois la photo prise, on peut aussi améliorer ses contrastes, sa colorimétrie, etc. Du coup, on se retrouve avec une app quand même, on va dire complète, hein, classique, mais complète, euh, avec les options habituelles, HDR, afficher le quadrillage pour composer, mettre un compte à rebours, un minuteur, choisir la taille de sa photo, la vidéo, c'est en 1080p en 1080p et en 720p, pas de 4K comme sur le MX4, mais en même temps on est sur un téléphone à 200 euros. En tout cas, une app photo très complète et je vous invite pour découvrir des samples photos et vidéos à aller voir le test sur testandroid.com. Là j'ai ma galerie, je vais vous montrer rapidement. Voilà, 2-3 photos que vous pouvez voir en haute def dans toute leur beauté sur testandroid.com. La galerie c'est clair, j'ai envie de dire rien de révolutionnaire. Je ne vais pas m'y attarder. Je vais venir un peu par contre vous parler du lecteur audio. Euh, une interface assez classique, assez minimaliste, assez claire. En fait, c'est pas particulièrement sur l'interface que j'ai à vous dire quelque chose, c'est sur la qualité du son. Euh, Tout simplement, le son sur ce téléphone, je vais vous laisser écouter. Alors, je sais pas ce que ça rend parce que c'est filmé au caméscope. Vous entendez un micro, vous entendez une enceinte de téléphone filmée euh, via le microphone du caméscope. Enfin, vous entendez à travers le microphone une enceinte, donc forcément ça doit être moyen. En tout cas, vous avez peut-être remarqué le son. Enfin, il est assez aigu. Il manque de précision, il manque de basse. C'est un peu dommage. J'ai reçu aussi le Lenovo K3 Note à côté de ça. Bon, mais le Lenovo K3 Note, il n'est pas exceptionnel le K3 Note, mais le son est déjà beaucoup plus clair. Il faut dire qu'il y a une enceinte aussi à l'arrière du téléphone sur le K3 Note, alors que sur Meizu est juste en bas, cette enceinte. Et le son, bien que suffisamment puissant, n'est pas exceptionnellement précis. Alors heureusement, là, c'est la bonne idée Meizu et c'est le truc sympa aussi pour un téléphone à bas prix. Il y a des écouteurs blancs style Apple qui sont fournis avec la télécommande de volume. Et Meizu, avant de faire des téléphones portables, il faisait des baladeurs MP3, MP4 plutôt d'excellente qualité. Ils étaient réputés pour ça. Et bah là, ils nous surprennent, j'allais dire, mais non. Ils nous fournissent des écouteurs qui sont de très bonne qualité, ils m'ont l'air plutôt bien équilibrés. J'écoutais différents types de musique, hein, que ce soit électro, pop, rock, musique de film, etc. Euh, Ça me semble plutôt bon. Et c'est agréable de retrouver des écouteurs dans la boîte sans supplément. Au niveau du lecteur vidéo, je vais pas m'y attarder non plus des heures. Il marche très très bien. Il prend du 720p, du Full HD sans broncher. Voilà, si j'avance dans la vidéo, pas trop de lag, c'est assez rapide. Euh, donc voilà, une bonne qualité avec cet écran Full HD, ça fait vraiment plaisir de regarder des séries. Mais encore une fois, je vous conseille de mettre les écouteurs pour mieux vous immerger dedans et pas avoir ce son clair avec une espèce de résonance un petit peu décevante. Alors comme vous pouvez le voir au niveau des performances, c'est assez fluide, hein, j'ai pas remarqué de problème particulier, ça fait une dizaine de jours que je suis sur ce téléphone. Euh, il fait ce qu'on attend d'un milieu de gamme, donc au niveau des tâches de tous les jours, ça fonctionne sans problème. Au niveau des benchmarks, sur AnTuTu, il fait 30 000 points, à peu près comme le Alcatel Idol Free, qui à mon avis est son principal concurrent. Il est un peu inférieur à un LG G3 par exemple, mais le LG G3 coûte encore 300 euros dans le commerce, donc je dirais qu'il n'y a rien de normal. Au niveau des jeux, je vais faire une petite parenthèse jeu de quelques minutes. Au niveau des jeux, c'est là où finalement on est à peine déçu. Et en même temps, on s'y attendait quand on voit que le GPU en fait est un Mali T720 à 450 MHz.
c'est pas exceptionnel comme processeur graphique, c'est milieu de gamme et bah, ça se voit quand même. Alors là, par exemple, je suis sur Asphalt 8, qui est quand même un jeu assez connu pour la beauté de ses graphismes. Et toujours sympa les petites pubs, hein, free to play. Je suis sur Asphalt 8 qui est assez connu pour la beauté de ses graphismes et malheureusement je peux pas jouer en résolution élevée. Parce que si je me mets en résolution élevée, c'est du 10 images secondes, c'est impraticable. Par contre, je peux jouer en niveau de détail moyen et c'est déjà pas si mal. Mais il est vrai qu'un écran Full HD, ça a tendance à consommer pas mal. Il faut un processeur graphique un peu plus solide que malheureusement on n'a pas. Et sur certains jeux très gourmands, effectivement, ça va être dur de jouer au max. Après, c'est voilà, c'est 199 €, je rappelle. Par contre, ce qui est plutôt sympa, c'est d'autres jeux comme Dead Trigger 2 qui sont beaux et bien optimisés. Là, j'ai pu jouer en élevé sans problème. J'ai fait aussi un petit benchmark sur Epic Citadel, hein, la fameuse démo d'Epic Games pour tester ses perfs graphiques. On est en moyenne à 26 images secondes en ultra high detail, en Full HD. C'est correct. Franchement, on peut jouer quand même à la plupart des jeux, on peut apprécier, mais bon, c'est vrai que s'il y avait une petite chose qu'on aurait espéré améliorer dans ce téléphone, ce serait peut-être ce côté GPU. Après, bon, Meizu aussi le MX4, etc. Il faut bien justifier la différence de prix avec les téléphones un peu plus haut de gamme, quoi. Déjà qu'on récupère leur très très bon écran, on ne peut pas récupérer non plus tous les composants et être vendu moins cher. Voilà, je joue n'importe comment. Donc voilà, je vais quitter le jeu. Voilà, c'était simplement pour vous montrer. Il n'y a pas de problème majeur au niveau des jeux, si ce n'est avec et bah, Google Play Jeux. En fait, là, tout le logiciel Google qui vous permet de gérer vos scores, vos sauvegardes, etc. Et la plupart des jeux sont compatibles avec. Et malheureusement, vous ne pouvez pas l'installer. Ça donne une belle erreur 505 auparavant sur le Meizu. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Il y a une petite mise à jour de Flyme et depuis, on peut à nouveau installer Google Play sur le téléphone. Google Play jeu, par contre, je veux dire, sur le téléphone. Donc, les problèmes sont résolus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le téléphone? À part que bah, c'est quand même un petit coup de cœur, hein. J'attendais que Meizu mette enfin la 4G sur d'autres bandes fréquences que 1800 MHz. Pourtant, je suis chez Bouygues et 1800 c'est chez Bouygues. Mais c'était valable que chez Bouygues la 4G, chez Meizu avant. Maintenant, il y a la bande de 1600 MHz qui a été rajoutée, ce qui signifie que chez tous les fabricants, vous avez la 4G. Il manque toujours cette fameuse bande des 800 MHz qui est un peu plus porteuse, pénétrante dans les bâtiments et qui est donc bien pratique si vous êtes dans des zones un peu plus rurales. Mais bon, dans l'ensemble, on va appeler ça un vrai téléphone 4G. Moi, par exemple, je suis à Lyon et j'ai du 80 mégas au centre de Lyon en débit descendant. C'est quand même toujours agréable. Un dernier petit point peut-être dont je peux vous parler, c'est les contacts qui sont en fait uniquement dans, dans le téléphone, dans la partie téléphone. C'est-à-dire on a des fois l'habitude de voir une icône sur le bureau qui va permettre d'accéder aux contacts. Ici en fait il faut aller dans le téléphone, donc ça fait faire un petit clic en plus ceux qui des fois veulent aller voir leurs contacts sans forcément entrer dans la partie téléphone. Euh, voilà donc des très bonnes impressions sur ce téléphone. C'était des très bonnes premières impressions dès les premières minutes. Une bonne prise en main, un bon écran, ça fait toujours des bonnes premières impressions. Et des impressions qui se sont confirmées au fil des jours. Et très clairement, à moins de 200 €, je vois pas beaucoup de réels concurrents sur le marché français. Il y a le Honor 4X qui est à 199, qui a une immense batterie, mais vous perdez l'écran Full HD. Ce qui peut être un peu dommage, quoique encore du 720p, ça reste quand même un écran correct. L'un des principaux concurrents, bah, c'est le téléphone dont je vous parlais un peu plus tard la semaine prochaine, je pense, c'est le Lenovo K3 Note qui, pour le coup, est uniquement disponible en import, mais qui est plus puissant pour le même prix. Donc il y a des pour, il y a des contre. Je ferai un comparatif des deux téléphones. En tout cas, sachez que ce Meizu, n'ayez pas peur de toutes ces critiques qui disent qu'on ne comprend rien, l'interface est en chinois. C'est exagéré.
Il y a quelques mots en chinois, mais dans l'ensemble, on utilise ce téléphone très très bien. Il a vraiment un excellent écran et une bonne compacité pour le prix. Euh, j'ai personnellement un petit coup de cœur. J'oublie surtout de vous parler de certaines choses. Je vous conseille d'aller lire le test écrit sur testandroid.com avec plein de belles photos du téléphone HD et des photos prises par la caméra 13 mégapixels du Meizu. Un dernier petit point aussi dont j'avais parlé dans le unboxing que j'ai pas réabordé ici, le bouton principal, un bouton physique. Et ben en fait, ce bouton il est bien différent de celui du M Note puisqu'il a plusieurs fonctionnalités. Si par exemple je suis dans la galerie, je vais par exemple ouvrir une image. J'effleure le bouton, ça fait un retour. Par contre, si je clique le bouton, ça revient à l'écran d'accueil. Donc c'est plutôt intelligent et en même temps ça demande un bon temps d'adaptation. Ça fait 10 jours que j'ai ce téléphone et j'ai des fois encore le mauvais réflexe de juste passer mon doigt pour revenir à l'écran d'accueil. Mais non, ça fait juste un retour. Il faut s'y habituer, mais sinon c'est plutôt intéressant cette double fonctionnalité. Et aussi si on le laisse appuyer un peu plus longuement, ça met en veille. Donc voilà, un bouton avec trois fonctions, assez logique, une habitude à prendre, mais ça marche bien. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du téléphone. Je vous dis à bientôt sur testandroid.com. N'hésitez pas à aller voir le test écrit. Et on se retrouve dans quelques jours pour parler du 4 Note, son concurrent. Mais en tout cas, ce Meizu M2 Note, n'hésitez pas à ce prix. À mon avis, il n'y a pas mieux pour l'homme. Voilà, à bientôt!